Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 267 de l'After Zap Image. On va débuter avec une déclaration de Laurent Koscielny, l'ex-international français. Il nous a fait beaucoup de déclarations ces derniers jours. Il nous a dit tout simplement la blessure a été dure à encaisser et la suite encore plus car ils ont été champions du monde. C'est égoïste. Je me dis que j'aurais pu faire partie de l'aventure et gagner la Coupe du Monde. J'y penserai toute ma vie. Personne ne pourra se mettre à ma place. C'est évidemment, je pense, très compliqué pour lui parce que voilà, il y a eu cette blessure qui est survenue alors que c'était quand même l'un des cadres de l'équipe de France et l'équipe a gagné sans lui. Donc je pense que vraiment ça a dû être très dur mentalement. Il a dû être certainement partagé entre la joie. Je pense qu'il était très heureux aussi pour son pays, pour ses copains qui étaient en sélection puisqu'ils ont gagné ce titre. Mais pour lui, je pense que ça a été aussi très compliqué parce qu'il aurait pu être là certainement si sa blessure ne l'avait pas tout simplement éloigné des terrains. Ensuite, on a une déclaration de Benjamin Pavard qui revient sur son but face à l'Argentine. Il nous dit: quand elle vient, je me dis qu'il faut que je me couche bien, qu'il ne faut pas que je tue un pigeon. Ça a réussi à l'équipe, tant mieux pour moi. Quel but de Benjamin Pavard. Pour moi, c'était certainement l'un des plus beaux buts de l'année. Il aurait presque mérité le prix Puskás. C'est en tout cas l'image, moi je trouve que c'était le plus beau but de la Coupe du Monde, et c'est l'image à chaque fois que je pense à un match de l'équipe de France pendant cette Coupe du Monde, c'est ce but là qui me revient, et les commentateurs aussi sur TF1. C'est vraiment une image qui restera, je pense, gravée dans ma tête jusqu'à ma mort. Ensuite, on a une petite déclaration de Lucas Hernandez. Il nous dit: Tanguy Ndombele vient de nous rejoindre, c'est un très grand joueur, je savais qu'il allait arriver ici. Je pense que c'est le rêve de tous les espoirs de rejoindre l'équipe A, et c'est vrai que Tanguy Ndombele, il a fait une très belle rentrée face à l'Islande. On a vu que franchement, physiquement, au milieu de terrain, il a pesé sur ce match dans la dernière demi-heure ou les 25 minutes qu'il a eu, mais il a fait vraiment de très belles choses. Et moi aussi, j'étais persuadé depuis l'année dernière et depuis sa progression fulgurante du côté de Lyon qu'il allait rejoindre l'équipe de France. Bon, je pensais pas que ça allait arriver aussi rapidement, mais il a certainement aussi bénéficié un petit peu de quelques blessures sur cette sélection. Ensuite, on a appris, selon Paris United, qu'Adrien Rabiot avait encore une fois refusé une prolongation de contrat de la part du Paris Saint-Germain. On lui proposait un salaire de 8 millions d'euros plus une prime à la signature de 7 millions. L'international, lui, refuse tout simplement. Il veut 10 millions par an et plus peut-être à environ dans les 10 millions aussi pour la prime à la signature. C'est quand même énorme. C'est des négociations qui durent depuis énormément de temps entre Rabiot et le Paris Saint-Germain. En tout cas, et visiblement quand même il a plutôt aussi envie de rester du côté du Paris Saint-Germain. Il n'a jamais cessé, on va dire, les négociations, mais pour le moment il n'y a aucun accord entre les deux parties. Ensuite, une déclaration d'Arsène Wenger. Il nous dit: Thierry Henry est un bon choix pour Monaco, il est crédible, il est très intelligent, il connaît bien le football, c'est pourquoi il a tout ce qu'il faut, comme beaucoup de joueurs qui ont évolué à ce niveau. C'est vrai qu'il a une tâche quand même plutôt importante. C'est un club qu'il connaît très bien, un club qu'il apprécie énormément, mais voilà, il y a quand même une situation qui est très mal engagée en Ligue 1 pour l'AS Monaco, donc c'est vraiment un gros challenge pour Thierry Henry. On espère qu'il pourra bien évidemment arriver à faire de très belles choses avec son groupe assez jeune du côté de l'ASM. Ensuite, on a appris que Thierry Henry était quand même le 4e champion du monde 98 à entraîner une équipe de Ligue 1, après notamment Didier Deschamps, Laurent Blanc ou encore Patrick Vieira. Il y en a quand même deux qui ont plutôt pas mal réussi, Didier Deschamps et Laurent Blanc ont plutôt pas mal réussi. Patrick Vieira, lui aussi, n'en est qu'à ses débuts dans sa carrière d'entraîneur. Donc voilà, c'est quand même d'ex-champions du monde qui deviennent entraîneurs en Ligue 1, et c'est une très belle chose pour la Ligue 1. Ensuite, on a une déclaration de Carlo Ancelotti. Il nous dit: lors de la prochaine journée, nous allons affronter un adversaire très puissant, le PSG, qui est pour moi une équipe très équilibrée. On verra ça sera maintenant, je crois, dans 7 ou 8 jours, 8 jours plutôt, le match entre le PSG et le Napoli, qui est pour moi l'un des rendez-vous les plus importants pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Je pense que c'est avec le Napoli qu'ils vont jouer la qualification, donc ce sera un match très important. Carlo Ancelotti, qui connaît très bien quand même le PSG, il a entraîné le club parisien il y a maintenant quelques années. Ce sera vraiment un très beau match, je pense, entre les deux équipes. Ensuite, on a une déclaration d'Eden Hazard. Il nous parle de Neymar. Il nous dit: les critiques sont totalement inappropriées. En Russie, il devait être la vedette du tournoi. Il devait porter le Brésil au titre mondial. Il devait dribbler et tous les médias étaient braqués sur lui. Il a porté toutes les responsabilités pendant le mondial. C'était encore une fois, je pense, compliqué pour Neymar, parce que déjà
tous les médias sont braqués sur lui, donc forcément il y a beaucoup de pression, et en plus de ça je pense que lui aussi se met beaucoup de pression. Il essaye vraiment de porter son équipe vers le haut, il ne peut pas toujours y arriver par son talent, par son propre talent, donc ça a été vraiment un mondial compliqué. Et en plus de ça, on l'a peut-être un petit peu oublié, mais quand même il revenait d'une blessure assez longue avec le Paris Saint-Germain. Ensuite, une déclaration d'Hazard, il nous dit: ce n'est pas un bon signe que Romelu Lukaku marque, parce que je joue très vite contre lui avec Chelsea. S'il marque avec la Belgique, c'est bien, mais ce serait une bonne chose s'il ne le faisait pas avec Manchester United. C'est vrai qu'il y aura le retour des championnats directement samedi, avec une grosse affiche en Angleterre samedi 13h30, Chelsea-Manchester United. Chelsea toujours invaincu face à un Manchester United qui a un début de saison assez compliqué, et Lukaku, on voit ses statistiques d'ailleurs avec la Belgique, plutôt très belles statistiques, 28 buts lors des 26 derniers matchs internationaux avec la Belgique, c'est d'énormes statistiques, c'est plus d'un but par match pour Lukaku, mais c'est un petit peu plus compliqué quand même avec Manchester United, donc un très très beau match quand même samedi entre les deux stars belges, de Chelsea et de Manchester. Ensuite, une déclaration de Guardiola, il nous dit: moi en Italie, pourquoi pas. Si on m'avait dit il y a quelques années que j'entraînerais Barcelone, puis Munich, puis maintenant en Angleterre, je ne sais pas où cela me mènera. Peut-être l'Italie, pourquoi pas. Et puis on mange très bien ici, donc pourquoi pas. Après, je pense que voilà, il va certainement encore continuer déjà jusqu'à la fin de l'année, je pense, avec City, peut-être encore un an après, mais certainement aussi qu'après il aura envie de voir autre chose. Je pense que voilà, s'il n'arrive pas à remporter cette Ligue des Champions, c'est quand même ce qu'il a envie de remporter avec Manchester City d'ici 1 ou 2 ans, je pense qu'il changera d'air. Et pourquoi pas l'Italie, c'est un championnat où il n'a jamais entraîné, il y a aussi la France. Ensuite, on a appris que le Real Madrid cherchait un défenseur central. Le club est convaincu que Varane et Sergio Ramos ont besoin tout simplement de souffler de temps en temps, donc ils ont besoin d'une alternative. C'est l'été dernier, le Real a tenté José María Jiménez, Lucas Hernandez et Samuel Umtiti. Toutes ces offres ont été refusées par les clubs concernés, c'est-à-dire l'Atlético et le Barça. Mais le Real n'a pas oublié un des joueurs qu'on vient de citer, c'est Samuel Umtiti. Il pense vraiment qu'Umtiti pourrait être le futur successeur aussi de Sergio Ramos. On rappelle que Sergio Ramos a quand même 32 ans, donc il faudra bien penser aussi un jour à le remplacer. Et le Real espère vraiment que Samuel Umtiti pourrait être le nouveau taulier de la défense, et reconstituer un petit peu aussi la défense de l'équipe de France au sein du Real Madrid, avec un Umtiti Varane en défense centrale. Ensuite, on a une petite déclaration de Matthijs de Ligt, défenseur central de l'Ajax. Il nous dit: si je devais choisir entre partir en vacances à Manchester ou Barcelone, j'irais là où il fait le plus chaud. Ça tombe bien, le Barça vraisemblablement est intéressé par son profil. Ça fait 2 ans maintenant qu'il évolue avec l'effectif pro de l'Ajax Amsterdam. Il a 19 ans, donc il a commencé à 17 ans avec l'Ajax. C'est un titulaire indiscutable. Il joue aussi avec la sélection des Pays-Bas. C'est un joueur vraiment qui a un énorme potentiel. Et on sait que le Barça est à la recherche de défenseurs. Ensuite, on a une déclaration de Marco Verratti. Il nous dit: c'est une victoire très importante qui vient après un moment très difficile pour l'équipe. L'important, c'est de continuer ce travail avec le coach. On a joué de manière différente, il faut du temps de jeu. Ce n'est pas facile. L'Italie s'est imposée hier 1-0 en Pologne à la 92e minute sur un corner très bien joué par les Italiens. Et c'est une victoire plutôt méritée quand même pour l'Italie. Les Polonais n'ont rien montré, ils ne montrent plus grand chose déjà depuis quelques mois. Mais on a vu de belles choses pour l'Italie. Le travail de Roberto Mancini commence un petit peu à porter ses fruits, bien évidemment c'est encore un peu tôt, mais ça commence un petit peu à porter ses fruits. Ensuite, on a vu que Joachim Löw avait dirigé son 168e match sur le banc de la sélection allemande. C'était samedi face aux Pays-Bas, donc il est devenu le sélectionneur le plus capé de la Nationalmannschaft. C'était une triste soirée. L'Allemagne a été battue 3-0 par les Pays-Bas. Ensuite, on a appris que Gibraltar avait remporté le premier match en compétition officielle de son histoire face à l'Arménie 0-1, qui font partie de la poule D de la Ligue des Nations. Gibraltar, ils sont bons derniers dans leur groupe, mais voilà, ils ont remporté comme leur premier match officiel face à l'Arménie, qui est quand même une sélection qui a quelques bons joueurs quand même, qui évoluent en Arménie, alors que les joueurs de Gibraltar sont, pour la plupart, ne sont pas professionnels. Ensuite, on a une déclaration de Kanté sur le Ballon d'Or. Il nous dit: c'est une belle reconnaissance, c'est la 2e année de suite que je suis dans les 30. Pour le vainqueur, c'est compliqué. Modric a réalisé une bonne saison. Il pourrait aussi revenir à un Français par rapport au titre de champion. Mais on va attendre. C'est une très belle reconnaissance, je pense, pour lui, de son travail, de ce qu'il fait sur le terrain. Après, bien évidemment, pour aller chercher le titre et le Ballon d'Or, ça sera très compliqué. Généralement, ce sont plutôt les joueurs offensifs qui sont récompensés. Ensuite, il nous parle de sa note sur FIFA 19. Il nous dit: ce n'est pas quelque chose dont on parle souvent. Ma note, c'est une très bonne note. Quand je n'étais pas encore pro, j'aimais jouer. Quand j'ai commencé à être pro, j'aimais regarder ma carte. Aujourd'hui, c'est celle d'un bon joueur
joueur, c'est un excellent joueur sur FIFA. N'Golo Kanté, je peux même pas vous dire combien il a cette année parce que je ne joue pas à FIFA cette année, mais je sais par exemple qu'il y a 2 ans, c'était quand même un joueur extrêmement cheaté sur FIFA. Il avait une carte assez exceptionnelle, donc je pense que cette année ça doit être un petit peu la même chose. Ensuite, pour la 3e fois depuis juin 2017, Antonio Cassano a annoncé qu'il allait mettre un terme à sa carrière de joueur. 3e fois en 1 an, il avait repris, il avait arrêté au bout d'une semaine l'année dernière avec le Hellas Vérone. Là, il s'entraînait avec le Virtus Entella, un club qui a un petit peu des difficultés en Italie. On ne sait pas s'ils vont jouer en série C ou en série B, mais visiblement, il a fait une annonce, il a dit que bon, ce coup-ci, c'était vraiment la fin de sa carrière. Ensuite, on a une déclaration de Lothar Matthäus, ancienne star du Bayern. Il lui dit: Rames se sent offensé lorsqu'il n'est pas titulaire, mais quand il l'est, il joue comme s'il ne faisait pas partie de l'équipe. Je suis pas tout à fait d'accord. Moi, les seules fois que j'ai vu Rames jouer avec le Bayern, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Je trouve vraiment qu'il manque de temps de jeu, que Niko Kovac lui fait pas assez confiance. Ensuite, petite image de Mariano Diaz et son joli terrain pour s'entraîner chez lui, avec notamment une petite image de lui du côté de l'Olympique Lyonnais. Très beau terrain d'entraînement quand même pour lui dans son jardin. On va terminer avec la question de fin. Pour gagner, tout simplement, votre équipe ne doit pas perdre la balle. Donc quels sont les 5 joueurs que vous allez choisir tout simplement pour essayer de ne pas perdre la balle? Donc pour moi, ce sera assez simple, ce sera Xavi, Busquets, Iniesta, David Silva et Luka Modric. Laissez-moi en commentaire votre équipe de 5 joueurs. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.